Bonsoir, voici les titres de ce journal. L'ancien Premier ministre Alain Juppé mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. L'ancien ministre et ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac, Michel Roussin, également mis en examen. Hausse des prix de 0,2% depuis le début de l'année, mais baisse des prix de détail, nous en ferons l'inventaire. En République démocratique du Congo, le président Kabila reprend espoir, ses alliés angolais l'appuient dans sa lutte contre les rebelles. Multiplication des dérèglements climatiques, inondations en Inde, cyclones aux États-Unis, les satellites peuvent tout voir. Nous vous proposerons les images prises par ces satellites de ces catastrophes terrestres. Monsieur Alain Juppé a été mis en examen. Dans une lettre recommandée signée du juge Patrick Desmures, 5 chefs de mise en examen lui ont été signifiés. Détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, abus de confiance aggravé, prise illégale d'intérêt, complicité et recel d'abus de confiance. Il s'agit de l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris, à l'époque où M. Juppé était adjoint, chargé des finances auprès du maire Jacques Chirac. Outre M. Juppé, l'ancien ministre RPR de la coopération et ancien directeur de cabinet du maire de Paris, Michel Roussin, a également été mis en examen dans le cadre de cette même enquête. Les faits reprochés remontent à la période située entre 1983 et 1995. Pour comprendre ces mises en examen, voici un rappel et puis des explications avec Olivier Caroff. Entre 1988 et 1995, Alain Juppé était à la fois numéro 2 du RPR et adjoint aux finances de la mairie de Paris. Un cumul de fonctions qui lui vaut aujourd'hui une avalanche de mises en examen, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, complicité et recel d'abus de confiance aggravé, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Le juge de Nanterre, Philippe Desmures, a trouvé 5 motifs différents pour mettre Alain Juppé en examen. Le magistrat enquête sur une affaire d'emploi fictif qui aurait permis au RPR de faire payer par d'autres une partie de son personnel. Certains, comme Louise-Yvonne Casetta, la trésorière occulte du RPR, auraient été salariés par des entreprises privées. Au siège du parti gaulliste, 18 personnes, des cadres, des secrétaires, seraient dans le même cas. Leur salaire aurait été pris en charge par des filiales de Bouygues ou de Vivendi et des groupes de bâtiments et travaux publics. Secrétaire général puis président du parti, Alain Juppé pouvait-il l'ignorer? Mis en examen avant l'été, 3 anciens trésoriers du RPR auraient affirmé au juge que c'est le secrétaire général qui se chargeait de la gestion du personnel. L'ancien Premier ministre devrait également s'expliquer sur l'embauche de certains de ses proches collaborateurs au RPR par la ville de Paris. Ainsi, Patrick Stefanini, secrétaire général adjoint jusqu'à l'été 97, était-il officiellement inspecteur général de la ville. Quant à Noureddine Cherkaoui, qui s'est longtemps occupé des déplacements d'Alain Juppé en province, il était salarié par une mairie d'arrondissement sans avoir à y mettre les pieds. Leurs contrats, comme ceux d'autres permanents du RPR, auraient été signés par Michel Roussin, l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Lui aussi vient d'être mis en examen. L'hôtel de ville servait-il ainsi de vache à lait pour le RPR? À l'époque des faits, Jacques Chirac dirigeait l'un comme l'autre, mais chez les gaullistes, on refuse d'imaginer que le président de la République puisse être inquiété. Comprendre que le président de la République, à l'inverse des États-Unis, et fort heureusement pour notre pays, ne peut pas être troublé dans l'exécution de son mandat par les investigations des juges. Il peut éventuellement rendre compte à l'issue de son mandat, quand celui-ci sera achevé, mais tant qu'il est en fonction, il me paraît impossible de s'en prendre à lui. Selon d'autres juristes, rien dans les textes n'empêcherait le juge de remonter jusqu'au locataire de l'Élysée. Alain Juppé serait alors le dernier fusible de l'affaire des emplois fictifs. Les réactions des principaux acteurs politiques sont relativement mesurées. Les Verts, Paris Écologie, estiment que c'est un pas de plus dans la mise au jour du système RPR Chirac à Paris. Le groupe communiste parisien demande que la clarté soit faite. Puis je vous propose maintenant d'écouter les avis de M. Tibéri, le maire de Paris, M. Delanoë pour le Parti Socialiste et de M. Maigret pour le Front National. Je voulais dire mon amitié, mon soutien et mes solidarités avec Alain Juppé, qui est un homme pour qui j'ai la plus grande estime, la plus grande confiance. Je constate que la justice travaille en toute indépendance, sans aucune pression politique d'où qu'elle vienne. Et ça, c'est très important pour la vie démocratique de notre pays. Quant au système parisien, il y a des années que je dénonce l'utilisation de l'intérêt des Parisiens, de l'argent des contribuables, de la délégation de pouvoir qu'ils donnent à leurs élus,
au profit d'un clan, d'un parti ou des... Bien, je pense que c'est quelque chose de très grave qui met en cause de façon dramatique la classe politique française, puisque M. Juppé était quand même Premier ministre. Et il y a une chose qui m'étonne, c'est que ce soit uniquement M. Juppé, ancien adjoint des Finances, qui soit mis en examen, alors que le maire, M. Chirac, devait être certainement au courant. Et puis j'ajoute que le président du RPR, Philippe Séguin, a exprimé son soutien et sa confiance à M. Alain Juppé. Alors Gérard Leclerc, derrière ce nouvel épisode politico-judiciaire concernant M. Juppé, beaucoup pensent au président de la République donc. Oui, écoutez, l'affaire est ce soir prise très au sérieux par l'Élysée qui s'abstient de tout commentaire. Mise en examen, Alain Juppé est, rappelons-le, présumé innocent. Il n'est pas, on l'a vu, le premier responsable, on va le voir, le premier responsable politique touché par des affaires de financement de partis. Il n'empêche, si cette mise en examen était un peu prévisible, après celle intervenue de 3 anciens trésoriers du RPR, ni Alain Juppé ni son entourage ne l'attendaient aussi rapide, ni avec des motifs aussi nombreux et graves. Avec la mairie de Paris, bastion RPR, dirigée pendant 18 ans par Jacques Chirac, aujourd'hui premier personnage de l'État, on met les pieds sur un terrain excessivement sensible. D'où cette idée de prudence dans tous les commentaires pour l'instant. Prudence à droite comme à gauche, à l'exception du Front National. Le RPR oublie ses querelles et serre les rangs derrière Philippe Séguin, qui a immédiatement exprimé sa solidarité, son soutien et sa confiance entière à Alain Juppé. Les socialistes se gardent bien de rallumer, comme au printemps dernier, la polémique autour de la possible traduction du chef de l'État devant les tribunaux. Le député et avocat Patrick Devedjian, on vient de l'entendre, amorce la contre-attaque sur 2 thèmes. 1. Les emplois fictifs étaient une pratique à l'époque couramment utilisée par tous les partis. 2. Le président de la République bénéficie en France d'une immunité constitutionnelle absolue. Pour le reste, eh bien, chacun en est réduit à attendre la suite des événements que personne aujourd'hui, hormis les juges, ne peut maîtriser. Donc il faut ajouter que M. Juppé et M. Roussin devraient être entendus prochainement par le juge Patrick Desmures. Ils sont bien évidemment présumés innocents. Alors voici pour mémoire un rappel des différentes affaires de financement de partis politiques en cours d'instruction ou bien plus anciennes et donc déjà jugées. Elles concernent tous les partis. Commentaire Jean-Baptiste Prédaly, Laurent Bailly. Des responsables politiques qui doivent s'expliquer devant la justice, malgré 3 lois sur le financement des partis, on n'a pas fini en France de solder des comptes douteux. Première affaire de grande ampleur, l'affaire Urba, un système centralisé de collecte de fonds au profit du Parti socialiste. Henri Emmanuelli, trésorier entre 88 et 93, a déjà été condamné pour complicité de trafic d'influence. 18 mois de prison avec sursis, inéligibilité pendant 2 ans. Mais le PS n'est pas le seul touché. Au Parti communiste, Robert Hue, le secrétaire national, est mis en examen depuis octobre 96. La justice s'intéresse au financement du PCF via des bureaux d'études. C'est l'affaire Gifco. À droite, le CDS, le parti centriste, intéresse les juges. Une caisse noire dans une banque suisse. 3 anciens ministres, dont l'ancien garde des Sceaux, Pierre Méneri, sont mis en examen depuis 1 an. Entre-temps, le CDS est devenu Force démocrate, changement de nom, et jure-t-on, changement de système. Avant les lois de 90, 91 et 93, rien ne réglait le financement des partis. Mais les magistrats enquêtent aussi sur des faits postérieurs. C'est le cas pour le Parti républicain. Gérard Longuet, son ancien président, est mis en examen. Et surtout, depuis le 7 août dernier, François Léotard, le président de l'UDF, est inquiété pour blanchiment d'argent. Enfin, il y a le RPR, la longue enquête du juge Alphen sur les HLM de Paris. En principe, les partis politiques sont désormais financés par l'État et leurs militants. La justice semble en douter. Et puis nous avons appris aujourd'hui la perquisition effectuée jeudi dernier au siège parisien de l'UDF. Les juges cherchent des explications concernant un prêt de 12 millions de francs octroyé par une banque suisse à l'UDF. Les prix de détail à la baisse au mois de juillet, une baisse de 0,4%. Depuis le début de l'année 98, puis janvier, la hausse des prix est de 0,2%. Et sur un an, à retenir donc mais un nouveau chiffre, 0,8% d'inflation. En clair, c'est une situation inédite avec des raisons conjoncturelles, mais une vraie tendance à la baisse. Nous nous sommes livrés à un petit inventaire. Les baisses de prix sont flagrantes dans beaucoup de secteurs de la consommation. Explication Yannick Letranchant, Anthony Orliange. Un marché parisien, des étiquettes à la baisse d'après les statistiques. Oui, notamment sur tout ce qui est sur tout ce qui est produits frais, de façon générale, oui. Sur les lieux de vacances aussi d'ailleurs. J'étais pas à Paris, alors j'étais sur la Côte d'Azur, là ça baisse pas du tout. Je peux pas vous dire parce que je regarde pas les prix. J'achète ce qui me fait plaisir et voilà. La baisse des produits frais, des fruits, des légumes pendant l'été, pas vraiment une surprise, c'est un phénomène de saison. Les soldes d'été, notamment dans l'habillement, normal.
Les prix à la consommation ont reculé en France de 0,4% en juillet. Sur un an, l'inflation n'atteint plus que 0,8%. Mais les raisons conjoncturelles n'expliquent pas tout. Premier constat, la crise en Asie puis en Russie ont fait chuter les prix de l'énergie, notamment ceux du pétrole. 20 $ le baril à la fin de l'année dernière, 12 $ aujourd'hui. Deuxième constat, l'ère du temps est à la modération, sinon au rabais. La concurrence est sévère, on tire les prix au maximum. C'est le cas pour les réparations automobiles, les enseignes se sont multipliées. Autre exemple, les ordinateurs familiaux, aujourd'hui à moins de 4 000 francs dans les supermarchés. La Twingo, nouvelle version, 4 000 francs moins chère que la précédente, on serre les coûts de production à l'usine et on répercute sur le consommateur. Le consommateur aujourd'hui a le pouvoir de dire non lorsque les prix sont trop chers, lorsque l'offre n'est pas satisfaisante par rapport à ce qu'il en attend. Et donc il fait son marché, il va faire sa petite étude de marché et il va au plus juste, c'est-à-dire à ce qui peut lui paraître comme la légitime dépense. Et une inflation à presque 0%, c'est autant de gagné pour le pouvoir d'achat. En revanche, pour ceux qui ont contracté des emprunts à l'époque où les taux et les prix flambaient, seule solution, renégocier. La compagnie aérienne British Airways a signé une commande de 188 avions au consortium européen Airbus. C'est la première fois que cette compagnie anglaise achète ainsi européen. Pour l'occasion, le Premier ministre anglais, Tony Blair, était présent à Toulouse, au siège de l'aérospatiale d'Airbus. Muriel Lassaga, Olivier Combe pour le reportage. La commande est historique. Pour la première fois, British Airways se tourne vers l'Europe, alors que jusqu'à présent, l'américain Boeing était le fournisseur quasi exclusif de la compagnie britannique. L'accord passé entre Airbus Industries et British Airways a été salué ce matin par le Premier ministre anglais Tony Blair. Le directeur général de British Airways a pour sa part clairement expliqué les raisons de sa décision. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'offre du consortium Airbus Industries était meilleure pour British Airways que celle des concurrents. Il est vrai que si cela n'avait pas été le cas, nous ne serions pas là aujourd'hui. En étant plus compétitif que le géant américain, Airbus a ainsi pu décrocher un contrat portant sur 188 appareils court et moyen courrier. Le montant de la commande s'élèverait à environ 54 milliards de francs. Grâce à cette commande, Airbus Industries vient de passer la barre des 3000 avions depuis sa création en 1970. Sur les 8 premiers mois de l'année, le consortium a également gagné plus de la moitié des commandes mondiales. Pour la première fois de son histoire, Airbus vient de passer devant Boeing. C'est un coup magistral porté au constructeur américain au moment même où le consortium d'Airbus Industries doit opérer sa mutation vers une société privée européenne. Une restructuration jugée nécessaire par les partenaires d'Airbus Industries, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, qui désirent lutter à armes égales face au géant Boeing. Un géant qui a longtemps regardé Airbus comme le petit poussé de l'aéronautique. Première déclaration de rentrée sociale ce matin à Paris avec la conférence de presse de la CGT. Le secrétaire général de la CGT, Louis Vianney, ayant à ses côtés son successeur virtuel, Bernard Thibault, qui doit lui succéder en février prochain, a souhaité des luttes sociales nombreuses et unitaires. Monsieur Vianney a évoqué la réduction de la durée du travail, dénoncé les accords de branche sur les 35 heures, l'explosion de la précarité et demandé aux salariés de faire valoir leurs exigences. Une enquête sur le prix de l'eau révèle des écarts importants entre services publics et privés. C'est le magazine Que Choisir qui vient de publier cette enquête comparative. Il y aurait 25% de différence entre le prix du mètre cube de la ville la plus chère et celle qui affiche le prix le plus bas. Alors voici un aperçu des 5 villes les plus chères selon Que Choisir. Saint-Malo est en tête, Dreux, Perros-Guirec, Forbach et Saint-Étienne. Et puis maintenant les 5 villes les moins chères pour le prix de l'eau. C'est Bourg-en-Bresse qui est moins cher, Aix-en-Provence, Lourdes, Bayonne et Saintes. Voilà pour ce petit aperçu. Bien sûr, il faut examiner les cas particuliers et les situations géographiques. Il faut aussi différencier les gestions directes, en régie, les accords avec les sociétés privées. D'ailleurs, la Lyonnaise des Eaux conteste les chiffres de Que Choisir. Pourtant, l'enquête d'Elisabeth Esley et Olivier Sioux montre des situations peu ordinaires. Ils sont encore sous le choc. Leur dernière facture s'élève à 112 435 francs, pour cause de fuite invisible, sous terre, près du compteur, pendant plusieurs mois. Ils attendent un dégrèvement.
Ce cas est heureusement exceptionnel, mais l'inégalité du prix de l'eau est bien une réalité. Le mètre cube coûte 10 francs à Martigues et à Châteauroux, alors qu'ici, à Saint-Malo, il culmine à 37 francs. Moi, personnellement, je n'utilise pas beaucoup d'eau. 2 douches par jour sur 6 mois, c'est pas énorme, mais le débit d'eau est trop conséquent et les factures sont exorbitantes. Et la preuve, 7220 francs 47 pour une période de 6 mois, je trouve ça un petit peu exagéré. Nous sommes ici à Saint-Malo, sous le niveau de la mer, avec les marées les plus fortes d'Europe. Et donc plusieurs heures par jour, la mer, proprement dite, est plus haute que nos canalisations. Donc il faut faire des ouvrages d'art en complément de la station. Et d'autre part, nous sommes une station réputée, touristique réputée, qui a son succès. Et pour faire face à ce succès, nous avons dû dimensionner la station à 120 000 habitants. Et on n'a pas lésiné. Cette nouvelle station d'épuration est l'une des plus performantes de France. Réalisée il y a 2 ans, elle a coûté 400 millions de francs. Les factures gonflées seraient la rançon du succès de la belle cité malouine et bretonne de surcroît. Dans toute la région très polluée par les nitrates, le traitement de l'eau est particulièrement lourd. À Cernay-la-Ville, petite commune d'Île-de-France, 1800 habitants, l'eau coûte 2 fois moins cher qu'à Saint-Malo, 18 francs le mètre cube. Mais les choses auraient pu mal tourner. Il y a 2 ans, la société privée qui gérait l'assainissement des eaux voulait augmenter ses tarifs de 38%. La municipalité a réagi en dénonçant le contrat. Depuis, c'est elle qui gère directement. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Comparé au contrat proposé qui s'élevait à 532 000 francs par an, notre dépense annuelle s'élève à 250 000 francs par an. Donc la différence de chiffre parle d'elle-même, ce qui représente pour une famille moyenne une économie substantielle de 360 francs par an. Quant à la commune, elle a pu rénover la station d'épuration et refaire des réseaux de canalisation. S'agissant de la situation militaire en République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud s'est déclarée prête à envoyer des forces de maintien de la paix et une mission panafricaine veut obtenir un cessez-le-feu. Mais sur le terrain, la contre-offensive menée par les troupes de Laurent-Désiré Kabila, appuyées par ses alliés angolais, continue. On signalait aujourd'hui des combats au port de Matadi, à 350 km au sud-ouest de Kinshasa. Et puis à l'est du pays, l'aviation angolaise a bombardé la 3e ville du pays, Kisangani, que les rebelles affirmaient contrôler depuis dimanche. On a appris également que 37 personnes, dont 4 religieux, avaient été massacrées dans la région du Kivu. Le président Kabila est revenu dans la capitale, Kinshasa, pour remobiliser la population. Reportage à Kinshasa de Jérôme Bonny, Patrick Deschmecker. Ce matin, le président Kabila a des allures de shérif, de retour en ville. Ses premiers mots sont adressés à son peuple dans ce Congo qui s'enfonce dans la guerre. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde s'est préparé pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autre chose. Suivi de son habituelle escorte militaire, Kabila est revenu sous les ovations de tous ses Kinois, rassurés par le retour de celui qu'ils considèrent comme leur papa. Nous étions tous réjouis parce qu'au moment où il passait, nous étions sur le boulevard. Il est venu pour nous réconforter. Nous sommes contents de lui, de tout ce qu'il est en train de faire. C'est seulement les Occidentaux et les Américains veulent un peu nous compliquer la tâche, mais pour tout, nous tous, nous en tant que peuple congolais, nous sommes unis pour la victoire finale de notre armée. Les événements de ces derniers jours sont aussi, à Kinshasa, l'occasion d'une prise de parole. Moi, je sais que le peuple congolais doit s'unir. Nous devons être unis pour construire un Congo meilleur dans l'avenir. Il faudrait que le peuple congolais soit unis, toutes les composantes politiques. C'est ça, la plus grosse erreur du président Kabila, parce qu'il n'a pas su unir toutes les composantes politiques. Mais je pense que pour l'instant, il peut se récupérer. Ce retour du président Kabila, c'est le dernier acte d'un formidable revirement de situation réussi par le président congolais. Il y a une semaine à peine, on ne donnait pas cher de sa peau, il semblait trahi par la plupart des éléments de l'armée, isolé sur le plan international. Puis depuis, il a réussi à obtenir l'aide du Zimbabwe, puis surtout de l'Angola, à rompre cet isolement et à rétablir la situation à son avantage.
Il y a 10 ans, 270 personnes trouvaient la mort dans l'explosion d'un Boeing 747 de la Paname au-dessus du village écossais de Lockerbie. 2 ressortissants libyens sont accusés depuis d'avoir commandité cet attentat. Hier, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont accepté que ce soit un tribunal international installé aux Pays-Bas, à La Haye, qui les juge. Selon le secrétaire général de la Ligue arabe, la Libye accepterait de livrer les 2 suspects dans ces conditions. Et aujourd'hui, au Conseil de sécurité, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont présenté un projet de suspension des sanctions contre Tripoli. Le Soudan et les États-Unis s'opposent très vivement sur la réalité de l'activité de l'usine bombardée par les missiles américains à Khartoum le 20 août dernier. Aujourd'hui, le New York Times affirmait que selon des responsables gouvernementaux, des traces d'agents chimiques avaient été trouvées près de l'usine, ce que contestent les autorités soudanaises qui demandent l'envoi d'une commission d'enquête sur place. Commentaire François Cornet. L'administration américaine et les services de renseignement du Pentagone auraient obtenu secrètement il y a plusieurs mois, d'après le New York Times, des échantillons du sol de cette usine d'Al-Shifa dans lesquels on aurait trouvé des traces d'agents chimiques pouvant servir à la fabrication du gaz innervant VX, l'un des plus mortels. Des scientifiques irakiens auraient participé à la fabrication de ces éléments. Faux, répond Khartoum, qui réitère son appel à l'envoi d'une commission d'enquête américaine. La population soudanaise est descendue aujourd'hui dans la rue pour soutenir cette demande. Washington, on le sait, est opposé à cette mission d'enquête. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni hier, a estimé qu'il lui fallait un temps supplémentaire de réflexion avant de prendre une décision. Le gouvernement islamiste soudanais a obtenu des 22 membres de la Ligue arabe une condamnation ferme et unanime de la frappe américaine du 20 août contre l'usine d'Al-Shifa, comme nous le confirme depuis le Caire le secrétaire général de la Ligue arabe. Eh bien, c'est une condamnation catégorique de l'action américaine contre le Soudan. Le Conseil de la Ligue arabe réuni en séance plénière à la demande du Soudan, à titre d'urgence, a pris une décision unanime de tous les 22 pays membres de la Ligue arabe condamnant l'action américaine contre le Soudan. La Ligue arabe va faire pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'envoi sur place d'une commission d'enquête. Si les Américains sont sûrs de leur coup, comme ils l'affirment, pourquoi continueraient-ils à s'opposer à la demande du Soudan ? Le Palestinien Abou Nidal aurait été arrêté au mois de juillet en Égypte. Abou Nidal est accusé de très nombreux attentats depuis les années 80, adversaire farouche de Yasser Arafat au sein de l'OLP. Il serait actuellement très malade dans un lieu de détention au Caire. Le Premier ministre Tony Blair, ayant quitté la France et Toulouse, s'est rendu à Omagh, en Irlande du Nord, lieu de l'attentat il y a 10 jours qui a fait 28 morts et 220 blessés, attentat revendiqué par l'IRA véritable. Tony Blair innove en matière de politique intérieure anglaise puisqu'il rappelle le Parlement britannique, sans donc un discours de la reine, ce Parlement est actuellement en vacances, et il le rappelle afin de voter une nouvelle législation antiterroriste. En Russie, la monnaie, le rouble, a chuté de nouveau aujourd'hui de 9%. Ce fut donc une journée supplémentaire d'inquiétude financière. Pour éviter la faillite bancaire, plusieurs banques ont fusionné. Alors nous avons choisi la principale banque commerciale russe, l'Alpha Bank, pour tenter de comprendre cette crise monétaire, principal souci du nouveau Premier ministre, Viktor Tchernomyrdin. Reportage à Moscou de Jean-Paul Chapelle, Didier Dahan. Thierry n'a pas le moral. Quand il allume la radio, les nouvelles du pays sont chaque matin plus inquiétantes. Ses clients sont des investisseurs étrangers. Ils ont retiré leur argent dès le début de la crise et ils ne sont pas prêts de revenir. On peut imaginer la formation d'un gouvernement de salut national, plus autoritaire, plus nationaliste et moins enclin aux réformes. Le scénario le plus sombre reste le plus probable pour ce Français de 36 ans, un des meilleurs économistes de Moscou, recruté il y a 4 mois par une des grandes banques quand le pays faisait encore figure d'Eldorado. Aujourd'hui, changement de décor, l'économiste prévoit un nouvel effondrement du rouble. C'est la grande réunion du matin, il apprend au passage la dernière intrigue politique. C'est que la décision de nommer Tchernomyrdin a sans doute été prise par Berezovski. Berezovski, c'est les grosses banques, les intérêts du business. Et cette confusion entre les sphères politiques et le business. Donc, ce sont de mauvaises nouvelles. 2 heures plus tard, son pronostic se confirme. Le rouble chute de 9%. Dans les rues, les files d'attente se forment à nouveau.
Tous les jours, on vient ici à 6 heures du matin. On fait la queue et on repart les mains vides. Je n'arrive plus à retirer des roubles qui m'appartiennent, sans parler des dollars. À la bourse de Moscou, plus d'achats, plus de ventes. Au chômage technique, à bout de nerfs, les as de la finance craquent. Accélérer les élections, je sais pas comment le faire. Voilà. C'est quelqu'un a des idées. Mais le seul scénario qui leur rend concevable, c'est un décès de Yeltsin. Oui, hier j'ai demandé à moins qu'il décide de sa propre initiative de démissionner. La situation ne les fait pas rire longtemps. Incapable de rembourser ses dettes, la Russie est en état de faillite virtuelle et les conséquences sont très concrètes. Et il y a deux possibilités. La première, c'est de s'endetter davantage, ce qui est une option totalement aboutie pour la Russie au cours des mois qui viennent, ou alors consommer moins et s'appauvrir. Depuis 5 ans, les Russes ont cru pouvoir prendre en marche le train de la richesse occidentale. Aujourd'hui, ils vont devoir réapprendre à vivre selon leurs moyens, c'est-à-dire pour longtemps encore, dans un pays pauvre. En France, c'est en Isère que le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a annoncé l'achat de 32 hélicoptères à la société franco-allemande Eurocopter. Les appareils sont destinés à la sécurité civile. Monsieur Chevènement, en Isère, s'est intéressé à l'activité des postes de secours en montagne. Une série d'accidents graves a été constatée en 48 heures, nous vous l'annoncions dès hier soir. 9 morts au Mont-Blanc et dans le massif de l'Oisans. Les conditions météo étaient très difficiles, la neige paraît-il très dure, et puis il y a toujours l'imprudence, la conviction chez certains alpinistes que le pire ne leur arrivera pas. Nous avons voulu, en accompagnant une équipe de guides, comprendre leurs actions de prévention et les risques que la montagne et le mauvais temps font courir. Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Dessous, voilà le verglas, maintenant on arrive. Donc il faut mieux taper les pieds pour rentrer. On voit que la glace est plus dure. Et là, ça demande d'avoir un peu plus de technique de cramponnage. Donc voilà, là c'est un exemple où il faut vraiment taper les pieds et pas caresser la glace, quoi. Voilà. Et c'est ce verglas qui a tué ces dernières 48 heures. Un verglas encore plus dangereux quand l'ascension se fait de nuit. Une 9e victime a d'ailleurs été découverte tout à l'heure par les gendarmes. Un Anglais tué lui aussi au pied du Mont Blanc. Mais malgré ce sol vitrifié, ils étaient encore plusieurs dizaines à tenter l'ascension. Aujourd'hui, il y avait les professionnels et, comme toujours, des inconscients. Ce sont des gens qui ont décidé de faire le Mont Blanc, qui font 1500 km, 2000 km, les étrangers. Ils arrivent là, et coûte que coûte, on doit aller faire le Mont Blanc. Et je crois que c'est ce qui me désole le plus, c'est de voir que des gens qui vont jusqu'à briser leur vie pour faire le Mont Blanc, alors que, comme j'aime à le répéter, le Mont Blanc l'année prochaine, il sera là, dans 5 ans, il sera là, quoi. Nous sommes à 3800 mètres d'altitude. Ici, beaucoup plantent la tente, une halte avant de tenter l'ascension. Parmi eux, beaucoup d'étrangers, mal équipés, mal préparés. Ces 4 alpinistes ardéchois, eux, grimpent avec précaution. Ils savent que la montagne, cela s'apprivoise. Et surtout, ils savent faire demi-tour quand le danger est trop important. L'année dernière, on a essayé 4 fois. On n'a pas pu, donc voilà. Et cette année, c'est la première fois et peut-être la bonne. Là, vous avez rebroussé chemin parce que les conditions étaient mauvaises. Voilà, ouais, par 4 fois. Ouais. La montagne est plus forte que nous, quoi qu'il arrive. Donc à un moment, arrêtons et rentrons. Être prudent, se renseigner, ne pas sous-estimer le danger, voilà ce que les guides répètent chaque jour. Des guides écœurés de ne pas être entendus. C'est une tristesse de ne pas pouvoir faire passer ce message, qui est un message de se renseigner, de savoir faire demi-tour, d'être humble devant la montagne. On a rencontré des gens qui étaient fantastiques. C'est la 4e fois qu'ils le tentaient. Ils sont là, ils sont accompagnés, ils vont voir si ça ne fait pas y redescendre. Et ils auront vécu quand même une superbe journée en montagne. Si tout va bien, dans 48 heures, le verglas aura disparu. Et là, la montagne se fera beaucoup plus accueillante. En Grèce, libération du touriste français Alain de Frémont, accusé d'incendie volontaire. Libération sous caution, mais avec la possibilité de rentrer en France. Un retour sur Terre pour 3 cosmonautes russes. Ils avaient quitté la station Mir pour se poser ce matin dans leur capsule Soyouz. Vous allez voir cette image. 2 d'entre eux ont passé 207 jours à bord de Mir. Le 3e, Yuri Batourine, avait passé 12 jours. Et Yuri Batourine, c'est un cas particulier car c'est un ancien conseiller de Boris Eltsine. Et dès qu'il est revenu sur Terre, eh bien, il s'est empressé de téléphoner, peut-être pour connaître la nouvelle politique russe. Et puis a signalé que la prochaine mission russe, franco-russe à bord de Mir est programmée pour février 1999 avec un Français, Jean-Pierre Aignoret. Les dérèglements climatiques se succèdent. Au nord de l'Inde, les inondations auraient fait plus de 900 morts.
Aux États-Unis, l'évacuation de quelques 200 000 personnes en Caroline du Nord a commencé avant l'arrivée du cyclone Bonnie. Diverses organisations internationales disposent de moyens de haute technologie pour observer les évolutions climatiques. Ainsi, l'Agence spatiale européenne, qui dispose, grâce aux satellites, d'images très précises et fort utiles pour prévenir contre d'éventuelles catastrophes. Explication Patrice Pellet, Roger Motte. Cette image est la plus récente qui nous soit parvenue de l'espace. Elle a été prise par un satellite. Nous sommes en Chine. Voici le fleuve Yangtze et les inondations submergent le delta. Les premières images satellites datent des années 70. Le besoin de surveiller la Terre d'en haut se fait alors sentir. L'espace, le lieu idéal pour le satellite Spot qui observe les catastrophes naturelles. Indonésie, juin 97, à droite la rivière Banito. En haut à gauche, les premiers incendies éclatent. Un mois plus tard, deuxième image. La situation s'aggrave, des milliers d'hectares sont la proie des flammes. Dernière séquence, c'est la catastrophe écologique. On ne voit plus rien. Trois images qui expliquent parfaitement une situation. Les informations des satellites valent de l'or. Explosion nucléaire, pollution, éruption volcanique, tous ces renseignements intéressent désormais les gouvernements qui appellent par exemple l'Agence spatiale européenne pour régler une situation critique. L'exemple le plus récent, c'est que la Chine, avec la station de Pékin, est en train d'acquérir des données de nos satellites européens pour le suivi des inondations. Sentinelle de l'espace, il surveille la planète. Grâce aux satellites, on a vu pour la première fois par exemple le phénomène El Niño réchauffer les côtes d'Amérique du Sud. En région parisienne, un enfant sur trois n'a pas quitté cette année son lieu d'habitation habituel pendant les vacances. Le Secours populaire a organisé, comme chaque année, une journée pour ces oubliés des vacances, une journée à la plage. C'était à Berck. Il a fallu 200 cars pour permettre à ces enfants de goûter les eaux plutôt froides de la Manche. Reportage Olivier Théron, Jacques Gérard. Elle a commencé tôt, cette journée des oubliés. À 6 h du matin, 5000 gamins des 8 départements d'Île-de-France sont montés dans 200 bus. Destination, vacances. À Berck, sur la grande plage, c'est leur débarquement dans un bac à sable géant. Le Secours populaire amène des enfants de 6 à 12 ans dont les familles n'ont pas eu les moyens cette année de partir. Alors à peine arrivés, ils n'ont qu'une idée, se baigner. Tout le monde en maillot de bain, dépêchons! L'eau est à 17 degrés, il fait gris, il y a du vent, mais qu'importe. C'était bien, mais l'eau elle était un peu froide. Mais sinon c'était bien. Comme nous on habite à la banlieue, on peut pas venir ici en Normandie pour faire un peu de foot. Non mais la plage c'est bien. Pour le Secours populaire, mettre 5000 enfants sur une plage, un peu de couleur dans leurs vacances, c'est aussi montrer la capacité de mobilisation de l'association, ses possibilités d'action pour les démunis, sans démagogie. Pour nous, l'essentiel, c'est la joie des enfants, mais c'est évident que c'est une opération qui nous a fait beaucoup remarquer dans le monde humanitaire et auprès du grand public. Et c'est important parce que, évidemment, des donateurs peuvent nous aider. Pour finir la journée, pour que la fête soit complète, les 5000 gamins se sont pris par la main. Ils ont formé une chaîne de l'amitié, la plus grande du monde, homologuée. Un vrai souvenir pour raconter ses vacances à la rentrée. Et puis plusieurs sorties cinématographiques à vous proposer à partir de demain. Le film de Laetitia Masson à vendre, celui de Thierry Barthes et Pierre Jamin, Charité Business, Zonzon de Laurent Bounic. Et puis dans notre choix, un film américain d'Ivan Reitman, juste pour le plaisir, ça s'appelle 6 jours 7 nuits avec Harrison Ford. Commentaire Stéphane Ouman. Je ne suis pas sûr d'avoir confiance en votre engin. On est peut-être vieux, mais on est à la hauteur. Des vacances de rêve, promettait la brochure. D'un magazine qui s'appelle Dazzle. Une journaliste branchée, un baroudeur bronzé, destination Hawaï. 6 jours 7 nuits au paradis qui se transforment en enfer sur une île déserte, deux caractères bien trempés dans la même galère, recette classique de la comédie américaine. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? En touchant le rocher, on a tordu le train d'atterrissage. Vous allez arranger ça? Il doit bien y avoir un moyen quelconque de le réparer? Ah oui, on pourrait... avec un peu de colle. It is the
Tout oppose les deux personnages et malgré leurs différences, ils vont se rencontrer. À mon avis, c'est un ressort qui fait de bonnes comédies et de bons drames. Cocktail d'aventure sentimentale et exotique, 6 jours 7 nuits repose essentiellement sur le charme d'Harrison Ford. Je veux un capitaine sûr de lui. Pour les besoins du scénario, l'équipe a passé plusieurs semaines sur une île paradisiaque du Pacifique. Dur métier. Ne vous en faites pas! Avec Queen, votre ami est dans de bonnes mains! Je reconnais que c'était très plaisant. L'endroit est magnifique, le film sympa. Mes enfants avaient fini l'école, alors ils sont venus en vacances sur le tournage. À Ivan Reitman, le réalisateur, on doit entre autres SOS Fantôme et Un flic à la maternelle. Autant dire que son nouveau film ne vous épuisera pas les neurones au retour des vacances. Allez-y, sauvez-vous! Pardonnez-moi. De m'avoir embrassé? Non. Pour ça. Le soleil, la mer, pour prolonger encore un peu la saveur de l'été. Voilà, à la fin de cette édition, je vous rappelle la principale information que nous donnions au début de ce journal, la quintuple mise en examen pour l'ancien Premier ministre Alain Juppé dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Monsieur Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, qui a déclaré ce soir que la ville de Paris ne payait pas de permanent du RPR. Je vous rappelle aussi la mise en examen de monsieur Roussin. Dans un instant, la météo avec Nathalie Réouet, ça s'améliore pour le week-end, promis. Puis 2 films, une soirée cinéma sur France 2 avec Alain Delon pour La peau d'un flic et Le Choc. Le dernier journal, minuit 30, Renaud Roger Petit. Et demain à 7h50, dans les 4 vérités, Emmanuel Vannier reçoit Dominique Lassard, la secrétaire nationale de la Fédération de l'éducation nationale. À demain 20h. Bonsoir, merci.